grattent, ils fouillent, ils observent, ils prélèvent, ils comptent et recomptent. Travailleurs discrets, les scientifiques sont très présents sur les îles. Un voilier 5-10 mètres. Des îles qui prennent pour eux des allures de laboratoire grandeur nature. Pour un scientifique, je crois, quelle que soit d'ailleurs sa discipline, l'intérêt de l'île, c'est que c'est un espace fermé, c'est un microcosme. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, l'ensemble des phénomènes, qu'ils soient naturels, qu'ils soient liés à des activités humaines, qu'ils soient liés à des activités économiques, eh bien, on peut les analyser plus facilement. Au cœur de l'île d'Ouessant, un site archéologique d'un intérêt scientifique majeur occupe depuis 12 ans bénévoles et chercheurs de la France entière. Le chantier couvre 3 sites distincts, un village de l'âge du bronze, un second village datant du premier âge du fer et un sanctuaire dont l'étude est en cours. Un œil exercé peut suivre ici la vie de l'homme sur plus de 2000 ans, du 3e millénaire à 350 après Jésus-Christ environ. Quand on a fouillé, on avait un embrouillamini de pierres absolument terrifiant. Et il a fallu là créer des méthodes un peu particulières. Il a fallu avoir recours non seulement à la photo verticale, mais aussi à la photo stéréoscopique, de façon à filtrer et par filtrage retrouver les bases de chaque poteau, de chaque maison. Au bout de quelques années, on y est parvenu, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui tracer les plans de 5 villages successifs au même endroit, mais qui ont un plan strictement analogue. Et ça, je crois que c'est un fait unique dans l'archéologie européenne, pour ces périodes. Traces de verre, poterie d'Italie du Sud, ambre de la Baltique. Ouessant était alors une station sur la route maritime entre le nord de l'Europe et la Méditerranée. L'île d'Ouessant, loin d'être un isolat, loin d'être coupée du monde, était au contraire intégrée de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'économie monde de l'époque. On a l'habitude à Ouessant de voir tous les bateaux du monde passer dans le rail d'Ouessant, qui ne s'arrêtent pas. À cette époque-là, en fait, ces navires s'arrêtaient, c'était un passage obligé. Les navires de commerce ne s'arrêtent plus à Ouessant depuis bien longtemps, mais de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui suivent les mêmes routes que ces bateaux y font toujours escale. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'ornithologie française est née à Ouessant dans les années 50. Aujourd'hui encore, l'île est un des meilleurs sites d'Europe pour l'observation et l'étude des migrations. Je pense que les oiseaux qui viennent ici, pour la plupart, n'ont pas le choix. C'est des oiseaux qui se sont perdus en mer, en suivant les côtes en gros, les côtes du nord de l'Europe, c'est nord-est, sud-ouest. Ces oiseaux-là s'engagent en mer, arrivent au bout de la Bretagne. Comme ils migrent de nuit, ils perdent un peu les repères. Ils se perdent et quand ils sont perdus au lever du jour, le premier point qu'ils retrouvent pour se poser, c'est Ouessant. Donc on récupère un peu tout ce qui s'est perdu. Ça peut être des oiseaux de Sibérie, de Méditerranée, d'Amérique du Nord, de tout. Tout ce qui traîne dans un rayon de 50 km finira un jour par atterrir ici. Donc on a une très grande variété d'espèces, imprévisibles et très rares. De toute façon, le milieu a tellement évolué qu'on a une végétation abondante, beaucoup d'invertébrés, beaucoup d'insectes, donc il y a vraiment à manger pour tout le monde. Ce qui n'était pas le cas au début du siècle, par exemple, où il y avait très peu de végétation. Les oiseaux étaient beaucoup plus faciles à trouver, à observer, mais ils n'avaient pas tellement de ressources, parce que maintenant, c'est très abondant. Donc c'est devenu une espèce d'escale un peu involontaire, mais pas plus mauvaise qu'une autre, quoi. Quand l'agriculture a été abandonnée dans les années 50, la végétation a considérablement même évolué. D'abord lentement, puis après de plus en plus vite. On arrive à un état d'enfrichement qu'on n'aurait pas imaginé il y a même 30 ans. Donc évidemment tout ça, ça entraîne un changement dans la composition de la faune. Il y a des tas d'espèces qui ne trouvaient pas de milieu à leur convenance et puis qui sont apparues depuis 30 ans. On peut dire que la faune de Ouessant s'est renouvelée presque à 100%. Il y a des tas de nouvelles espèces qui ont trouvé des conditions favorables. Et très peu qui ont disparu finalement. Donc la faune globalement s'est enrichie.
Mais les espèces qui ont disparu, c'est souvent les espèces les plus précieuses et les moins adaptables, c'est qui n'ont pas réussi à s'adapter à l'évolution du milieu, notamment parmi les oiseaux marins, qui n'ont pas réussi à s'adapter au dérangement humain qui est de plus en plus grand. Parce qu'avant, les gens allaient assez peu sur la côte, ils étaient plutôt agriculteurs. Maintenant, bon, il y a quand même une très forte fréquentation du littoral pendant le printemps et l'été, et ça entraîne évidemment des disparitions d'espèces un peu fragiles, un peu spécialisées. C'est toujours les meilleurs qui disparaissent les premiers. Analyser l'évolution du milieu insulaire, c'est aussi le travail des chercheurs dans ce laboratoire du CNRS rattaché à l'Institut universitaire européen de la mer de Brest. Classées, croisées, empilées, les données recueillies sur le terrain sont informatisées par les cartographes qui construisent des outils d'analyse complets et parfois complexes. Pour tout ce qui concerne l'évolution de la flore et du paysage, les biologistes recueillent les données sur le terrain en se basant sur des photos aériennes qui leur servent de témoins. Les paysages qui aujourd'hui nous paraissent sauvages ou vierges ou extrêmement naturels, on peut prendre l'exemple de la côte sauvage de Belle-Île ou de Groix, ou l'île d'Ouessant, ce sont des milieux qui autrefois ont été soit cultivés, soit pâturés. Et ce qu'on dit souvent dans les îles, c'est que tout ce qui était cultivable a été cultivé, le reste était pâturé. Donc aucun milieu n'est resté en quelque sorte primaire ou vierge sans la marque de la main de l'homme. Les activités humaines, et le tourisme en particulier, ont une influence croissante et souvent néfaste sur l'évolution des milieux insulaires. De plus en plus, les pouvoirs publics font appel aux travaux des scientifiques pour mettre en place des politiques de gestion visant à préserver les îles et les communautés qui y vivent. Le programme LIFE, consacré à la protection des archipels et îlots marins de Bretagne, en est un exemple. Piloté et financé par l'Europe, ce programme regroupe scientifiques, associations de protection de la nature et élus locaux. Sur l'archipel des Glénans, les chercheurs mènent actuellement une étude de fréquentation touristique. Le géographe Louis Brigand coordonne le tout. Vous faites le tour de toutes les îles? Ah oui, on fait le tour de l'archipel. Ça nous prend en gros 1 heure, 1 heure et demie. On commence le premier comptage à 7h30 du matin. On en fait un à 14h et puis un à 20h. Et les étudiants, là, on les lâche, entre guillemets, là, sur les îlots. Et là, ils font des études précises par îlot sur la fréquentation, sur ce que font les gens, sur le nombre de bateaux qui arrivent par heure, etc. Le type de bateau. Type de bateau et tout ça, quoi. Oui, oui. Ah, Bon, bah, tout à l'heure. Travaillez bien. Les étudiants participent bénévolement à l'opération. Ils passent des journées entières sur les îles, à compter les bateaux au mouillage et à interroger des plaisanciers qui ne comprennent pas toujours l'intérêt de leur démarche. Là, il y avait juste un bateau sur cette petite plage. Et en fait, c'était un père de famille avec ses 3 petites filles. Et je crois qu'il avait déjà assez à faire. Et quand je suis arrivée, il m'a dit « Oh là là, non, c'est la panique, donc je peux pas. » Et puis les autres, c'est 4 personnes qui se baladaient, ils n'avaient pas du tout envie de répondre, quoi. Déjà, ils n'ont pas dit bonjour. Alors. Voilà, mais sinon, non, ça va, sinon ils sont gentils. Il y en a, en fait, ils ont peur, c'est qu'on leur interdise l'île. Parce qu'ils disent oui, mais pourquoi vous inquiétez? Moi, je veux revenir ici, il est hors de question que vous fassiez comme, par exemple, le Conservatoire du littoral, à bloquer des espaces ou interdire des îles. Ça, ils ont peur de ça, mais bon, quand tu leur expliques, ils sont quand même pas... Oh, puis ils sont contents, je pense aussi qu'on leur demande leur avis sur certaines choses, puisque le questionnaire est fait aussi pour leur demander s'il y a des choses qu'ils souhaiteraient voir se développer plus particulièrement sur différents thèmes, que ce soit l'environnement ou la qualité d'accueil. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont contents qu'on leur demande leur avis même.
Puis même en même temps, le questionnaire aussi fait pour faire passer des idées. S'ils ne connaissent pas, on leur parle des nouvelles réglementations, que ce soit la vitesse dans l'archipel ou le droit de débarquer sur des îlots, la chasse sous-marine. Un plus de 10 mètres, un 5-10 mètres et une vedette plus de 10 mètres. Bon, tu fais à gauche, tu fais à droite? Chambre. Je fais à gauche, je fais à droite. Alors, le problème, c'est qu'on va lui parler en même temps. Hein. Non, on va s'intercaler. On est parti là? Compter les bateaux, compter les touristes qui débarquent des vedettes, le recueil de données est un peu fastidieux, mais Ingrid ne perd pas de vue ses objectifs. Évaluer la fréquentation, voir s'il y a des problèmes et faire des propositions pour améliorer la situation ou des préconisations de gestion de la fréquentation nautique par rapport à l'environnement. C'est dans un objectif un petit peu de gestion, c'est ce qu'attend l'Europe, et aussi de sensibilisation. C'est pour ça qu'on a élaboré une plaquette cette année, puisque c'est essentiellement aussi de la communication que l'Europe souhaite faire, donc de sensibiliser et informer le public. Cette plaquette, distribuée aux visiteurs de l'archipel, est un exemple concret de la collaboration entre élus et scientifiques. C'est pas simple certaines fois, mais je crois que l'évolution de mentalité des deux côtés, elle évolue dans les bons sens. Donc la mentalité évolue dans le bon sens. Donc je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a donc une avancée au niveau des élus, une avancée au niveau des scientifiques pour défendre une cause et un intérêt commun. Aujourd'hui, on confronte les idées et on échange et on trouve un terrain d'entente entre les deux. Il y a 10 ans en arrière, il y avait un peu les ayatollahs de l'environnement et puis il y avait des élus qui bétonnaient. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche. Je crois que l'environnement, si vous voulez, a ses limites. Donc ces limites, ils nous ont appris peut-être à les connaître mieux et à les respecter un peu mieux. Parce que je crois qu'on n'avait pas cette culture, nous, auparavant. Eh bien, le scientifique peut participer à l'explication des phénomènes, à donner des éléments d'appréciation et puis aussi à guider dans les choix, même si bien évidemment le scientifique, lui, ne dit pas ce qu'il faut faire. Hein. Il donne aux politiques, aux décideurs un certain nombre d'éléments de réflexion, puis ensuite le décideur prend la décision qui lui semble la plus opportune par rapport à ce qu'il veut faire de son île. Il y a des décisions qui sont prises, qui peuvent aller contre des recommandations que l'on a pu faire. Hein. Ça arrive bien évidemment, oui. Et c'est normal. Hein. Comme on a quand même une connaissance, on peut dire, presque parfaite de la faune et de la flore des îles, on peut proposer des éléments de réflexion aux élus qui prendront des décisions. On peut pas... Ça s'est fait jusqu'à présent? On le fait, oui, bien sûr, très régulièrement. Est-ce que vous êtes écouté en général ou Oh, sur certains points, bien sûr. Sur d'autres, c'est plus difficile à faire passer. C'est normal, tout le monde n'a pas le même intérêt pour la faune et la flore. Il faut être convaincant, recommencer. On recommencera.